c'est hyper intéressant d'aller échanger avec le monde entier et d'au final prendre ces opportunités-là parce qu'elles vont derrière déboucher sur autre chose. Et moi, je l'ai vu 50 000 fois parce que toutes les portes qu'on m'a ouvertes, je les ai prises en me disant au pire, j'apprends, au mieux, ça me sert. Et en fait, ça m'a complètement servi. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin ou ce soir, je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez, pour un nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Charlotte Sinault, qui est la cofondatrice Oui, cofondatrice, c'est très bien. de River Home. Qu'est-ce que c'est River Home ? Bonjour, donc River Home, c'est quoi ? C'est du conseil déco 100% en ligne. Donc on a une plateforme qui permet tout simplement de conseiller les particuliers, les professionnels sur leur décoration. Alors de manière tout à fait exceptionnelle, je vous explique ce qui se passe. Ça fait 3/4 d'heure qu'on discute, on a pas mal de connaissances en commun et puis on parlait business, entrepreneuriat, startup studio et on n'a pas encore préparé l'enregistrement. Et du coup, je vous propose de le faire en live. On n'est pas en live, mais en tout cas de le faire au micro. Un peu l'envers du décor de ce qui va se passer, ce qui se passe d'habitude dans les 10-15 dernières minutes avant l'enregistrement. Là, ça prendra beaucoup moins de temps, je vous le promets. Donc tu es cofondatrice. C'est ça. Avec Rob Spiro, qui est le fondateur de Imagination Machine, une startup studio nantaise. Donc Rob, c'est un Américain et la startup studio, tout simplement, sert à monter des boîtes avec des impacts positifs ou mesurés sur le monde. Top, on en parle du coup dans la partie genèse. Le plan, c'est d'habitude genèse, lancement, l'accélération, la distribution et puis le marketing et la tech. Quels sont les sujets sur lesquels je peux te lancer ? Alors je me suis noté distribution parce que il y a de la mise en relation. Est-ce que tout se fait via le site ? Est-ce que il y a des partenaires ? Ouais. Alors distribution, on est nous sur du particulier, c'est vraiment notre site et notre compte Instagram. Okay. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. On a monté une communauté avant même de savoir ce qu'on allait faire en business model. Donc, il y a un gros flux qui vient d'Instagram. Et après, pour toute la partie B2B, pour le coup, c'est plutôt en fait du démarchage des salons, des choses comme ça. Et on redistribue grâce à notre plateforme les produits. Eh bien, on parlera de ça. En termes de marché, on pourra commencer par une overview globale des acteurs, des solutions. Complètement. Super. Vous avez quel âge ? 35 ans. Non, pardon, excuse-moi. Je me suis dit, pourquoi il me vous voit d'un coup ? La boîte a 2 ans. On a le cabis depuis 2 ans. Et ça fait 3 ans qu'on travaille. Et vous êtes combien ? On est 10. Waouh. Avec une levée initiale ou plusieurs, en tout cas par le studio, c'est ça ? Exactement. En fait, le studio... Et une levée externe ensuite ? C'est ça. Bon, je te poserai la question. Quel chiffre est-ce que tu pourras nous partager pendant l'enregistrement qui a déjà commencé, mais qu'on... Ouais, je partagerai ça. Alors, quel chiffre je peux te demander quoi ? CA, le nombre de... Ouais, le nombre de la communauté Instagram, le nombre de conseils déco que l'on fait mensuellement, et puis le nombre de clients qu'on a déjà en B2B, ça c'est intéressant. Ok. Tes principaux leviers sur lesquels je pourrais te lancer sur l'acquise ? En conquête, en transpo ? Alors, l'acquisition, on est en naturel depuis le départ parce qu'on avait du mal à gérer la vague énorme qu'on s'est pris dans la figure. Donc, pour le moment, l'acquisition, je vais être très, très light parce qu'en fait, on a réussi à créer du contenu naturel qui a plu et du coup, qui a généré beaucoup de leads. Donc, on va commencer le payant dans quelques mois. Ok. Donc, tes principaux enjeux aujourd'hui, sur quoi est-ce que tu peux nous apporter des choses ? En termes de business ?
En termes de business... et d'opération. Ouais, en termes de business, ce que je peux vous apporter, c'est vraiment ce côté communautaire qui a été la première chose qui a fonctionné. Donc, comment faire au final pour avoir une communauté qui va parler de nous et qui va faire en fait qu'elle grossit naturellement. Ça, c'est un vrai sujet. On a aussi beaucoup de sujets, nous, sur le sourcing responsable en termes de business. Comment on fait au final pour avoir des prix, de la qualité et du style tout en ayant toute cette traçabilité sur le produit. Ça, c'est un enjeu fort. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre sur le business? On peut parler aussi de l'expérience client, 100% digitalisée. Comment on fait aujourd'hui pour pas aller chez les clients alors que tous les archis se déplacent, prennent les mesures, etc. Voilà. Et donc, une belle partie tech? Une belle partie tech, okay. Et on est en train de développer encore d'autres choses parce que y a un vrai sujet pour nous, pour être encore plus rapide, automatiser des choses et puis apporter une expérience client qui va être encore meilleure. Il y a un moment où tu as senti une accélération forte du business, où tu as craqué quelque chose? En fait, Ou c'est en accélération depuis le début, c'est un problème de riche. Mais... Non, concrètement, on s'est galéré pendant 6 mois à tester 1000 choses et avoir plein de panels clients. Et on se disait, en fait, on va pas réussir à trouver le bon sujet parce qu'il n'y a pas cette traction. Et en fait, c'est le client qui nous l'a dit parce qu'en fait, c'est ça qui est génial lorsqu'on monte une communauté avant son business model, c'est qu'on écoute sa communauté et la communauté nous a dit, on adore votre compte, on fait des castings d'écho toutes les semaines, je vous expliquerai. Et derrière, ils nous ont dit on a besoin de conseils d'éco et on a besoin d'avoir des experts, mais on n'a pas du tout envie de se déplacer, nous, en magasin, on n'y va plus. Donc, comment réavoir au final cette expérience client en magasin, mais en digital? Donc, c'est comme ça qu'on a monté la plateforme. Pendant l'année Covid, 2020 du coup, c'est ça? En pleine année Covid. En pleine année Covid. Cool. Il y a des moments où tu t'es planté? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on se plante. Bon, je te poserai la question des pieds dans le tapis, la question habituelle du panier. Top. On pourra terminer l'enregistrement sur une ouverture, sur l'avenir de River Home, bien sûr, mais aussi peut-être du marché dans son ensemble. Je peux te lancer là-dessus? On peut complètement partir là-dessus. Je pense que t'es pas prêt à ce que je vais te dire. Quel suspense, quel teasing. Ok. Hop. Parfait. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, et Charlotte, si tu l'acceptes, je te propose de continuer du coup l'enregistrement. Avec ça te plaisir. va? Bon, cool. C'est noté. Alors, ça dure d'habitude beaucoup plus longtemps, bien sûr, mais voilà un peu en résumé la quintessence de cette préparation. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du panier. Alors Charlotte, je te laisse peut-être me refaire le brief sur River Home et puis on partira sur la genèse du coup. Ça marche. Moi, j'ai monté la boîte, donc j'étais chef de produit pendant plusieurs années pour une très grosse boîte de décoration, pour pas la citer, Maison du Monde. Donc voilà, je bossais à l'époque sur la traçabilité des produits. J'étais une des seules chefs de produit qui s'occupait un peu de ça il y a 15 ans. Et lorsque je suis partie de chez eux... Maison du Monde, c'est une transformation totale, j'ai l'impression, ces dernières années. Ah, ça a été revendu, en fait. Quelle année? Ça a été revendu quand je suis partie. Moi, je suis partie il y a une dizaine d'années, 7-8 ans. Ouais. Il y a eu des Américains qui sont montés à bord. Et derrière, il y a eu une entrée en bourse. Et le big boss, qui était le mec qui avait toutes les rênes de la boîte... c'est barré en fait, tout simplement, et du coup évidemment ils ont repris derrière d'autres personnes à la tête et il y a eu un gros ménage et voilà, donc il y a eu pas mal de changements en effet. Et là je me faisais la réflexion ces derniers mois, ces derniers semestres, que vraiment en termes de choix produits, mais même de qualité, j'ai l'impression qu'il y a un switch qui s'est opéré. Oui, ça doit pas être facile, c'est comme une grosse machine. C'est une énorme machine avec des marques qui sont quand même énormes. Donc derrière, fallait en effet pouvoir gérer ça, à la fois la rentabilité, la marge, et aller chercher du produit plus responsable. Donc ouais, je pense que ça n'a pas été simple ces dernières années pour toutes les amies et qui sont encore là-bas. Mais voilà, en effet, il y a eu un gros changement. Donc moi, ça a été très formateur, cette boîte-là, parce qu'évidemment, au final, on avait une énorme boîte avec beaucoup de moyens, mais on gérait tout comme des startups, avec très peu de logiciels, etc., où le produit était maître. Et c'était génial parce qu'au final, on n'avait pas, comme la plupart des boîtes, des espèces de cases à remplir, mais on parlait produit, qu'est-ce qu'on va vendre ? Et ça, c'est hyper important parce que dans la plupart des grosses boîtes, on en oublie au final le produit. Et du coup...
Du coup, voilà, ça m'a appris une chose, d'être très focus produit, parce que ça, c'était évidemment quelque chose de très important chez Maisons du Monde. Et donc, lorsque je suis partie pour faire... Et t'étais aux achats, hein. Moi, j'étais aux achats. Donc, sourcing, recherche... Je voyageais partout dans le monde pour trouver les meilleurs produits au meilleur prix avec les meilleurs fournisseurs. Donc, c'était génial parce qu'évidemment... Cool comme job. Ouais, c'était très cool. On était tout le temps entre deux avions. Quand c'était pas l'Inde, c'était la Chine. Quand c'était pas la Chine, c'était le Vietnam. Enfin, on était tout le temps partis à droite, à gauche. En revanche, à 20 ans, on a la soif de vivre, on a la soif de voyager. Moi, c'était le poste rêvé. Et puis, on était une team qui était hyper soudée. Donc, c'était super chouette. On pouvait voyager à côté. Donc voilà. Et quand je suis partie de chez Maisons du Monde, je suis partie pour faire de l'intrapreneuriat pour un autre gros groupe qui était super chouette. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans... On peut citer, parce que je donnerai ton LinkedIn à la fin, Okay. c'est donc le groupe Eram. C'est le groupe Eram. Et t'étais chez Follow Me. Exactement. Ils avaient monté un concept qui s'appelait Follow Me, qui était très cool. En revanche, voilà, l'idée, c'était d'apporter un peu de fraîcheur à cette marque, parce que en gros, l'idée, c'était d'avoir un Gémeaux en centre-ville, sauf que la marque avait été montée avec quelques sujets qu'il fallait... un peu rediscuter et il s'avère qu'au bout de 2 ans, je leur ai dit, la compétition est tellement grosse que de la manière dont a été montée la marque, je pense que faut arrêter pour perdre de l'argent, parce qu'on n'arrivera pas, même si on avait fait une croissance de plus 30 et de plus 70 la deuxième année. Je leur ai dit, si j'étais vous, si c'était mon argent, j'arrêterais, parce qu'on n'a pas breaké le sujet. Donc je suis partie au bout de 2 ans. Ils m'ont dit, ok, tu vas faire quoi? On est un peu triste parce qu'on s'entendait hyper bien. Ils m'ont vraiment accompagnée. J'ai fait mon alternance chez eux, j'ai fait mes jobs d'été chez eux. Enfin voilà, il y avait vraiment une relation particulière avec eux. Et ils m'ont dit, bah ok, tu veux monter quoi comme boîte? Nous on te suit. Donc je me souviens, c'était juste avant Noël, le 24 décembre, je préparais pas les petits fours, j'étais en train de faire mon deck parce que je devais leur présenter quelques jours après. À l'époque, je ne savais absolument pas faire un pitch deck. Je me souviens que j'écoutais The Family, j'écoutais Jean de la Roche-Brochard pour en fait tout simplement comprendre un peu le business, et voilà. Et je me souviens même que j'avais envoyé un message à Jean qui m'avait répondu gentiment, et on s'est changé. Jean répond à tout le monde. Mais hyper sympa. Il est incroyable. Il est incroyable. Ouais. Et il m'a vachement aidé. Je lui ai envoyé le deck, il me disait ouais, change ci, change ça. Enfin, trop sympa. Et c'est comme ça qu'au final, j'ai fait un deck, je pense, cool, un peu grâce aussi à ses conseils. Et ils m'ont dit bah ok, on va investir, etc. Il s'avère que le deal de départ n'était pas le deal d'arrivée 6 mois après, une fois qu'on avait un peu plus avancé. Et au final, je leur ai dit non, qu'on n'allait pas en fait faire le deal ensemble, parce que ils voulaient prendre une majorité qui était pas ce que j'avais envie de faire maintenant. Et évidemment, c'était beaucoup d'argent parce qu'à l'époque, j'avais rien, mais j'avais pas besoin d'autant. Donc, il y avait Rob quand même qui était déjà dans le tour. Et Rob m'a dit, bah écoute, faut voir si c'est possible que moi je reste, mais en gros, moi je veux bien bosser avec toi. Entre-temps, Eram m'avait dit, bah écoute, essaie de lever d'autres fonds. Et puis en gros, tu reviens vers nous si... Quand tu n'y arriveras pas. Ouais, exactement. Mais c'était ça. C'était ça, parce qu'en gros, j'avais 15 jours pour lever des fonds. Donc j'ai pitché à qui voulait l'entendre, partout en France. Donc j'ai envoyé des messages sur LinkedIn, j'ai été mise en relation, etc. Et au bout de 15 jours... j'arrivais en leur disant bah en fait j'ai réuni 500K et si vous voulez rentrez dans le tour, quoi. Donc je me souviens qu'ils me regardaient en mode c'est du bluff, et j'étais en 15 jours. Ouais, en 15 jours t'as levé 500K sur ton pitch, quoi, sur ton sur rien, sur tes slides. Sur rien du tout, sur des slides, un pauvre deck. Donc voilà, et à ce moment-là, au final, ils m'ont dit bah nous, en fait, enfin, je pense qu'ils pensaient pas que j'allais lever des fonds. Ils m'ont dit bon bah nous, on rentre pas dans ce tour-là parce qu'au final, on veut être seul. Et je leur ai dit bah en fait, moi j'ai envie d'entreprendre et j'ai pas envie de le faire comme ça. Donc du coup, j'ai pas signé avec eux. Je suis partie avec un tour de BA, avec Rob à bord, et c'est là que les panels clients ont commencé, qu'on a vraiment au final testé 30 millions de sujets sur le marché. Donc là, t'étais déjà sur ce qui va devenir River Home. Là, on était en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, le sujet, c'est que si je partais avec Eram, il fallait monter des collections. Eux, ils font du collectionning. Derrière, ils le revendent, etc. Il y a une partie digitalisée. Mais au final, moi, je savais pas si on allait faire ça. Parce que si jamais la réponse était du client, ta collection, elle nous plaît pas, j'allais pas faire ça. Donc moi, j'avais vraiment envie de me dire, je suis là pour monter une grosse boîte.
mais comment on va la faire et qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc on a fait des panels clients, on a testé 50 millions de trucs avec très peu d'argent en se disant ok, on a cette idée, on se fait... T'avais confirmé la levée ? J'avais confirmé la levée Okay. en pitchant évidemment. Donc à l'époque c'était de l'édition limitée, responsable, blablabla. Voilà, j'ai pitché ça et au final c'est pas ça qu'on a fait derrière, mais la première levée c'était ça. Donc on a testé ça. Rob était là, oui, bah pourquoi pas, peut-être que ça peut fonctionner, mais en vrai il y croyait pas. Faisons juste une petite parenthèse. Tu parles de Rob depuis le début. Rob. Et c'est Rob Spiro, qui est le fondateur d'un startup studio qui s'appelle Imagination Machine, c'est ça. dont sont sortis des boîtes comme Les Mini-Mondes. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous les avez entendus sur le panier. Les Mini-Mondes, Joe, aujourd'hui River Home, mais il y a aussi Up Together, Beam, qui fait des panneaux solaires à monter soi-même. Bref, un certain nombre de belles startups. Et Rob Spiro, tu le diras mieux que moi, mais donc est américain. C'est un entrepreneur récidiviste de la Silicon Valley qui avait monté Aardvark il y a assez longtemps, qu'il a revendu à Google, chez qui il a créé Google Meet. C'est ça. Rien que ça. C'est ça. Et c'est aussi le fondateur de Good Eggs, qui est une boîte américaine qui fait de l'alimentaire bio et qui va livrer les gens. Et ça, c'est 1000 employés, ouais. Donc c'est un employés, Good Eggs. Et il le gère depuis Nantes aussi ? Il a encore des parts, je pense, mais moins opérationnel. Mais bien sûr, il doit sûrement faire partie du board. Okay. Donc oui, un entrepreneur à succès qui au final monte des boîtes à impact. Qui un jour, par amour, vient s'installer à Nantes, monte Imagination Studio. C'est ça. Sur un modèle soit d'accompagner des porteurs de projets, soit de lancer ses propres projets, qui est un peu comme le modèle eFounders à Paris d'ailleurs. Alors, en vrai, il veut absolument pas accompagner les projets de base. Il s'avère que moi, avec une autre boîte, je suis complètement hasard et qui s'est dit, ok, on va faire un truc ensemble parce que le marché était énorme, parce qu'on avait, je pense, aussi les mêmes valeurs. Mais à la base, il veut absolument pas faire ça. C'est pas un accélérateur. Lui, il a ses propres idées. Il prend des entrepreneurs pour monter ses idées. Il met du cash directement, il prend des parts et derrière, en gros, l'idée c'est d'aller scaler et d'aller chercher les premières levées de fonds pour sortir 7-8 ans après, quoi. Alors, il y a du e-com un peu partout. Oui. Goodstep, c'est quoi ? Alors ça, c'est plus du serviciel. C'est au final, derrière, aller chercher des boîtes qui ont besoin de faire des bilans carbone, d'avoir Donc en dehors de peut-être Goodsteps et Up Together, qui est un network de managers, c'est ça ? C'est ça. D'apprentissage. Toutes les autres, c'est du e-com. Exactement. Ok, intéressant. Il y a beaucoup de e-commerce. Et en B2C, énormément. Je pose la question pour savoir si je te demanderai une intro à Rob, s'il vaut mieux qu'il passe sur le panier ou sur GDIY, sur un parcours entrepreneurial, ou peut-être les deux, on verra. Mais donc voilà, pardon, je referme la parenthèse. Rob est donc Rob Spiro, le fondateur d'Imagination Machine, un super startup studio à Nantes. Complètement. Tu as levé des fonds. Avec Rob, vous vous dites qu'on va tester le marché et tu fais des panels. C'est ça. Alors, c'est pas qu'on fait des panels, c'est qu'on se prend des panels dans tous les sens. Moi, je sais pas combien j'en ai fait, mais je n'en pouvais plus. En gros, tu fais des panels jusqu'à ce que t'entendes 30, 15, 40 fois la même chose sur un sujet. L'idée, c'est que tu sois complètement imprégné de ce que les clients te disent pour qu'à un moment donné, t'entends tellement la même chose que tu te dises « Ok, en fait, le sujet, il est là parce que je l'ai entendu 40 fois. » Et en gros, t'arrêtes les panels quand on peut plus et que tu te dis c'est bon, j'ai compris le sujet. Donc on fait des panels pour n'importe quoi. On fait des panels pour tester un marché, on fait des panels pour avoir une réponse sur ta collection, on fait des panels pour tout et n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant. Quand tu fais de l'achat chez Maison du Monde, pardon, t'étais chef de produit ensuite à la rigueur, oui. C'est ça. Et écoute, je pense que je le faisais en fait spontanément, parce que j'en parlais avec Hubert Aubry, qui est l'ancien PDG de chez Gémeaux. J'ai déjeuné avec lui il y a peu de temps et je lui expliquais un peu la méthode. On parlait de la méthode Imagination Machine et il me disait mais Charlotte, souviens-toi, tu le faisais déjà chez Gémeaux. Tu faisais tes collections et derrière t'allais demander à 3-4 nanas de venir avec toi en shopping pour acheter des produits pour essayer. Et je dis mais oui, c'est vrai, avec le recul, en effet, on le faisait déjà. Mais par exemple, tu vois, chez Maison du Monde, on avait des réunions de sélection, on était peut-être une vingtaine, et s'il y en avait pas 15 qui levaient la main pour dire que le produit était cool, on allait le lancer. Au final, on le lançait pas. Et donc c'était une sorte de panel interne. Interne, ouais, mais au mais final, peut-être biaisé quand même, quand c'est interne.
Eh ben pas tant que ça, parce qu'au final c'était tous les secteurs réunis. Donc Oui, en ok, fait la d'accord. nana de la bougie connaissait rien en lampe, tu vois, Ouais. donc elle avait pas les Donc historiques. si elle vibrait sur la lampe, c'est qu'a priori. Exactement, donc c'était intéressant. Donc ouais, beaucoup de panels user. L'enseignement là, c'est que quand tu montes une boîte, tu peux soit partir sur de l'insight, tes guts, pardon, ton comment tu dis gut feeling, hein, ton instinct. Oui, ton instinct, Soit justement aller interroger le marché d'une manière ou d'une autre. Et les insights conso, c'est quand même un truc qui est Exactement. hyper formateur et très structurant. C'est- Soit un mix des deux d'ailleurs. Mais... C'est juste incroyable parce qu'au final, il n'y a pas de sujet. Lorsque le client te le dit, tu peux pas dire c'est bon ou c'est mauvais. C'est le client te l'a dit, donc c'est juste la bonne direction en fait. Et si 50 clients sur 50 panels te disent la même chose, c'est qu'a priori, il y a un signal qui est pas faible mais fort. Il y a un Complètement. truc à faire. Là-dessus, j'aimerais rebondir aussi sur un point qui est assez cool, qui peut être cool en tout cas, c'est le... Nous, on le fait pour certains de nos clients, on fait des landings et des campagnes Insta ou autres pour tester un message, une promesse, un positionnement, éventuellement une charte graphique, une charte édito. Exactement. Ça revient un peu à la même chose, tu vois. Et je pense que quand tu cumules ça avec des inside conso où tu vas vraiment faire des entretiens utilisateurs de 30 minutes, 1 heure ou des focus group, et à côté de ça, tu fais 10 000 impressions sur une landing et 10 000 impressions sur une autre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Nous, on le faisait qu'en naturel. Mais évidemment, le step d'après, c'est de le tester aussi sur des choses comme ça. Donc oui, c'est très, très puissant, en fait. Et je pense que c'est pas du tout assez utilisé. Alors que maintenant, nous, en fait, et puis ce qui est génial avec ces panels-là, c'est qu'en fait, tu as 0 discussion en interne. Ça veut dire que derrière, tu peux avoir c'est fluide et ça va vite en plus. Bah, évidemment. Et je le fais faire par les équipes. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est que quand il y a de la data, il n'y a pas de discussion. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Oui. Quand par exemple, je sais pas, il y a une nana qui bosse avec toi, te dit moi je pense qu'il faut faire ça, et toi tu lui dis bah moi j'ai une intuition là-dessus, on se dit on le teste. Bon bah voilà, il y a pas de sujet, t'as raison, j'ai tort. C'est juste le marché qui parle. Donc ça c'est super cool. Et donc voilà, on a testé plein de choses et rien n'a eu une bonne traction en fait. Hein. Toutes les choses qu'on a testées, on se retrouvait sur des panels. À un moment donné, on s'est dit qu'on va pas faire des DIY. Enfin, en vrai, on a tout testé et on se retrouvait en panel et les gens disaient c'est nul. Enfin. Est-ce que c'est toi qui m'avais dit au téléphone que tu avais testé un modèle de DIY, de meubles en DIY? On a testé ça, des modèles de meubles en DIY. Avant River Home, hein. Alors, c'était au tout départ. Au tout début de... Ok. Sous la même marque, sous le même nom, ou c'était un autre nom? Ouais, c'était sous le nom. Je pense qu'on avait déjà déposé le nom, parce qu'au départ, on n'avait pas de nom. Et très vite, en effet, on s'est rendu compte que c'était pourri, quoi. Bah, c'est lourd, c'est pas facile à envoyer, c'est pas forcément facile à monter. T'as peut-être du retour parce que les pièces cassent. Enfin, C'était une galère. En revanche, il y a une vraie appétence pour le DIY. Du coup, on l'a rentré dans le contenu. Ouais. Et aujourd'hui, on propose des DIY en vidéo, etc. Et on s'est dit, OK, comment faire au final pour répondre quand même à cette demande? Ça fait partie des choses qu'on a. Donc aujourd'hui, on vend par exemple de la peinture pour faire des DIY soi-même. Et on fait également des DIY en story, en compte, en post pour répondre à cette appétence. Mais on n'a pas monté notre business model là-dessus. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les choses qu'on a testées, soit on les a sorties parce qu'évidemment c'était nul, et toutes les choses où on a testé mais on n'avait pas derrière assez la traction business, on les a rentrées par un autre biais, soit par du contenu, soit par de la newsletter. En fait tous les fails qu'on a eu, au final ça nous a vachement servi pour faire ce qu'est River Home aujourd'hui. Donc on s'est nourri de tout ça. Au final, en 2 ans, je pense qu'on a une connaissance marché grâce à ces panels qui est hyper puissante et on s'est servi de tout. Donc en gros, il y a des choses que tu mets de côté parce que ça n'a pas d'importance ou c'est ça. Ça ne sert à rien. Exactement. Il y a des choses que tu gardes qui sont peut-être pas critiques, mais que tu fais rentrer d'une manière ou d'une autre dans l'équation, que ce soit du contenu ou dans un backlog, j'imagine. Il y a des choses que vous avez sorties plus tard. Exactement. Ok. Exactement, c'est ça. Et puis il y a ce qui définit ton offre. Exactement. Donc 6 mois de panel. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Donc 6 mois de test et de panel pour arriver à une offre qui est du conseil déco 100% en ligne. Donc, en fait, on s'est rendu compte que lorsque on avait du conseil déco qui était associé à des meubles, les paniers moyens grossissaient. Clairement, un e-shop sans conseil, c'est 222 € de panier moyen. Un e-shop avec du conseil, on est plutôt sur 2000 €. Donc, on a testé ça parce qu'en fait, les clients nous ont dit « On adore votre page, on adore vos inspirations. » Mais au final,
on sait pas le mettre. Est-ce que ça va aller avec ma cuisine? Est-ce que mon salon, est-ce que mon canapé moutarde va aller avec, je sais pas, ma cuisine bleue? Enfin, il y avait 50 000 sujets et on a commencé à répondre comme ça sur Instagram à plein de questions en MP et sous nos posts pour au final faire une sorte de conseillère déco, quoi. Et très vite, on s'est dit, mais on a tellement de demandes que ça se monétise. Et je me souviens des premiers clients qui m'ont dit, on adore parce qu'on avait commencé à rentrer quelques produits, on aime vos produits, mais on ne sait pas comment les placer, quelle table choisir. Donc on s'est retrouvés chez ces gens-là parce que les premiers rendez-vous panel, lorsqu'on a senti l'attraction, on les a fait en vrai. On a été chez les gens. Et je me souviens de ce premier rendez-vous. On est arrivé chez les gens, il était 6h30, on est reparti à 23h. On avait bien bu, ils nous avaient payé l'apéro et on a parlé déco toute la soirée et on a monté au final un peu avec eux le business model et on leur a posé 1000 questions. On a fait ça au départ gratuitement, juste pour comprendre comment on allait le faire et comment au final ça pouvait être scalable parce qu'on n'allait pas se déplacer chez tous nos clients. Oui. Et puis en termes d'alcoolémie, c'est mauvais. Et en termes d'alcoolémie, c'était très mauvais pour mon foie en plus. Mais c'était génial. Ces premiers moments, c'était dingue. Et on s'est dit, OK, on va créer une plateforme où on peut avoir du conseil déco en illimité. Donc notre première formule qu'on a montée, c'était une formule gratuite qu'on a repassée à 19 € tellement on avait de leads et tellement on avait tellement on pouvait pas tout gérer en fait, tout simplement. Donc la formule à 19 € était gratuite. Qui n'existe plus aujourd'hui. Qui est à 19 mais qui va repasser en gratuite parce que l'idée c'était vraiment en fait de... Ah oui, 19, pardon, formule inspiration. Ouais. La formule inspiration était gratuite et on avait un nombre de demandes incroyable. Et juste, quel est le travail derrière cette offre ? Alors qu'elle soit à 19 ou à 0, franchement, ça change pas grand-chose. Donc, complètement. En fait, si, ça change en termes marketing peut-être. Mais tu vas m'expliquer pourquoi. Ouais, en fait, à 0 €, du coup, vous avez tout le venant, en fait. On a tout le venant qui arrive en mode, tu veux juste changer ta peinture, tu veux, je sais pas, une nouvelle lampe. Enfin, il y a énormément de leads qui arrivent, ce qui est génial et c'est pour ça qu'on va la repasser en gratuite. En revanche, nous, en interne, on était une micro-équipe. Il y avait 2 architectes. Donc, va gérer, je sais pas, 250 clients qui te demandent une lampe par-ci, une peinture par-là, une cuisine par-ci. Une cuisine, c'est intéressant parce que, évidemment, c'est à peu près un budget de 10 000 €, donc c'est cool. En revanche, pour une peinture, tu vois, c'est quand même du temps passé. Donc, on s'est dit comment on va faire, au final, avant de gérer ces formules gratuites, pour déjà gérer les clients qui veulent des pièces entières, parce qu'au final, le vrai business, c'est de vendre des paniers moyens qui sont un peu gros. Tu m'as dit tout à l'heure, avec conseil, c'est 2000 et sans conseil, c'est 1000 ? 222 € sans conseil, 2000 avec conseil. En sachant fourniture, en sachant que ça, c'est hors sur mesure. Donc, hors cuisine, hors salle de bain, hors bibliothèque sur mesure, hors produits qu'on dessine pour eux. Donc, voilà. Et donc, on s'est concentré vraiment sur les formules payante. On a fait beaucoup de gratuits, mais au bout de 6 mois... Attends, je reste sur le gratuit parce que c'est quand même hyper intéressant. Ouais. Tu as beaucoup plus de venants ou d'inbound quand tu es à 0, parce que c'est facile, ça coûte rien. Mais du coup, tu as aussi beaucoup moins de quali. Tu as beaucoup plus de déchets. Alors, oui et non. En fait, en transformation, au final, la personne qui arrive pour de la peinture, elle peut repartir avec une cuisine. Parce qu'on a parlé déco, que tu t'es intéressé à elle, qu'au final, elle se rend compte que, tu vois, elle n'avait pas forcément prévu dans le budget, mais dans les 6 prochains mois, c'est la cuisine qu'elle veut faire. Et au final, elle est rentrée juste par de la peinture. Elle s'est dit, c'est génial, c'est gratuit, et j'ai la bonne couleur. Et elle a été satisfaite de l'expérience client. Mais demain, elle va te prendre une formule, au final, cuisine. Ouais. Donc c'est ça qui est incroyable. Mais alors ton enjeu, c'est de transformer un inbound et de le lead nurturer. T'as tout compris. Vas-y, raconte-moi comment tu le fais. En fait, l'idée c'est d'être au plus proche du client. Donc c'est d'être comme s'ils avaient dès le départ une architecte dédiée pour 0 €. Ils trouvent au final ça incroyable. Tu les conseilles pour, comme je te disais, un pot de peinture. Et au final, ils se disent c'est les bonnes personnes pour un projet plus gros. Donc, il n'y a pas 50 000 solutions, en vrai, pour faire ça. C'est que l'expérience client gratuite soit parfaite. Et derrière, évidemment, ils sont dans les newsletters, ils suivent notre compte Instagram. Et derrière, on est présent pour n'importe quel sujet chez eux. Ils vont nous appeler parce qu'ils se sont dit, en fait, on a envie de renvoyer l'ascenseur. Il y a un vrai sujet comme ça quand on offre du gratuit. C'est qu'au final, ils sont tellement contents du service, ils disent, je ne m'attendais pas à avoir un service si cool, que du coup, ils se disent si je vais payer, ça va être encore mieux. Et du coup, on les a embarqués avec nous par, au final, notre
gentillesse entre guillemets, tu vois, et ce côté Ouais, mais la gentillesse on s'en fout si la qualité qu'il y a derrière. Eh ben... Non, pardon, excuse-moi. Alors, excuse-moi, je me Eh ben non. La gentillesse, non. Le contact, c'est hyper important. L'humain, c'est clé. C'est hyper mais il faut quand même un peu. Enfin, tu t'apportes de la valeur aussi. C'est hyper important cette question de offrir à zéro. Tu connais l'expression, hein, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Exactement. En fait, c'est très intéressant parce que nous, sur la déco, alors c'est peut-être pas vrai pour d'autres secteurs. En revanche, sur la déco, tu rentres chez les gens, ils t'envoient des photos de leur intérieur. Donc au final, Micheline que tu as au téléphone ou Thérèse, elle va te dire... C'est hyper genré. Ou Karine. Non, si ou Jean. Ou Jean. Paul. Alors c'est 98% de femmes, nos clientes. Parce que les hommes, en gros, pour te la faire en courte, ils disent du moment que mon meuble télé est pas rose, c'est ok. Je te la fais en courte, mais c'est pas faux. Il y a peu de garçons qui s'intéressent à la déco et on a que 2% de clients. La plupart du temps, c'est les femmes. Combien de clients en tout ? Écoute, c'est... Combien de inbound, combien de... C'est plus de 4000 clients sur l'année dernière. Ok, donc 80 mecs. C'est ça. Donc c'est peu. Okay. C'est peu. Même si là, tu vois, j'en parlerai tout à l'heure sur les formules B2B, on a plus de garçons. Mais voilà, tout ça pour te dire que c'est très très important parce qu'on rentre chez les gens et en fait, la photo qu'ils t'envoient de leur salon ou de leur chambre, c'est pas anodin. Dans le sens où ils te montrent une partie d'eux. Donc c'est comme les assureurs qui rentrent chez les gens et qui te disent au final... Ton tableau, il vaut rien. Ouais, non, c'est ça. Et puis au final, ils vont savoir l'histoire de la grand-mère, etc. Bah, nous, on le fait au téléphone, mais c'est limite un peu ça. La nana va t'expliquer au final l'histoire de sa maison, etc. Donc il y a quelque chose de très fort, de lien qui se crée. Et ça, c'est important quand même à garder. On a testé, je vais te dire même, le 100% digitalisé pour essayer au final de réduire un maximum d'appels et donc de temps pour être plus rentable. Au final, ça ne marchait beaucoup moins. On est en train de me dire que la communication humaine, orale est importante. Ça, exactement. Et plus que ça, on crée vraiment des liens avec nos clients. Ils nous envoient les photos après, tu vois, etc. Bref, donc je sais plus ce que je te disais. Non, on parlait des offres et du gratuit, mais voilà. Et le gratuit, ça a été. Donc c'est la première offre que tu lances. C'est la première offre que je lance. Enfin, en fait, je la lance même pas. Elle vient à moi. Oui, via ta communauté. Elle vient à moi et après, très vite, on se dit, OK, on va créer d'autres formules parce qu'au final, on va pas pouvoir faire des 3D, créer des meubles sur mesure non plus gratuitement. Donc, on va créer 3 formules et l'idée, c'est d'être vraiment quasi du prix coûtant sur le marché parce qu'au final, notre business, nous, c'est pas du conseil déco, c'est de la vente de produits. Au final, on est vendeur de meubles aujourd'hui parce que les marges sont plus importantes et que le gros sujet du marché, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'architectes sur le marché, il y a beaucoup de décorateurs. En revanche, on a un problème de prix. Alors justement, tu as fait tes 6 mois de test et de panel et d'insight et de communauté, tu es arrivé à cette offre et cette proposition de valeur. Comment est le marché à ce moment-là ? Qu'est-ce que je peux faire pour décorer mon salon ? Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour décorer le salon ? Donc, en 2020 Tu as plein d'agences archi qui sont très chères. Tu as aussi des personnes qui ont monté des startups qui font que du conseil déco et qui n'ont pas en fait les 15 000 produits comme on a sur le back-office et là qui ont des prix quasi coûtants. Donc, qui sont un peu sur les mêmes prix que l'on fait. En revanche, la vraie différenciation qu'on a, c'est que nous, on a ce back-office avec 15 000 produits sourcing qu'on a fait, avec des listings de produits énormes. Et surtout, on a ce côté responsable. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des marques qu'il y a sur le marché, en déco, c'est le prochain secteur qui va exploser après le prêt-à-porter et l'alimentaire, où voilà, ça commence à être vraiment... beaucoup plus durable, mais la déco, c'est encore le néant dans le sens où, en gros, je te l'ai fait en courte, si tu tapes décoration responsable sur Google, quand j'ai lancé la boîte, tu tombais quand même sur des boîtes qui faisaient des bouddhas avec des fontaines d'eau et des sites qui étaient verts et marrons. Et je te mens pas, c'est ce que je mettais sur mon deck. Le premier deck que j'ai fait, c'était la première page. Moi, voilà, vous tapez décoration responsable aujourd'hui, vous tombez là-dessus. Donc, ce qu'il fallait savoir, et ce que je disais aux investisseurs à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, le client n'achète pas parce que c'est responsable. En revanche, si tu as le style, la qualité, le prix, et que sur la cerise sur le gâteau, c'est responsable, évidemment, ils viennent chez toi. C'est le petit plus qui peut déclencher une vente, quoi. C'est le petit plus qui peut déclencher une vente et surtout c'est quand même une vraie différenciation d'avoir une sorte de Yuka de la déco où chaque produit que tu achètes, tu sais quel label il y a derrière, quelle traçabilité, est-ce que c'est du bio, etc. Nous on essaie de sourcer un maximum de matières naturelles et de produits avec une traçabilité. Donc par exemple notre canapé Made in France qui est notre best, tu regardes la fiche produit, tu peux pas avoir plus de labels et de traçabilité. Il est fait à Lille, t'as
tous les produits qui viennent à moins de 300 km de l'île pour le faire. Et derrière, tu as NF Ameublement, NF Environnement, enfin, tu as tous les labels associés qui te permettent de dire, OK, c'est cool. Et à côté de ça, n'importe quel canapé qu'on fait Made in France, le premier, il est à 500 €, tu vois. Donc, on est hyper bien placé en style qualité-prix en comparatif à ce qu'il y a aujourd'hui en termes de canapés sur le marché. Donc dans cette première phase, c'est des tests utilisateurs, des insights et ton apprentissage, les signaux faibles ou forts. Exactement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut commencer à sourcer des Exactement. Alors des produits. ça a été un vrai sujet parce que très vite, on s'est rendu compte qu'évidemment, on n'aurait pas de cash pour faire de la production. Parce que lorsqu'on s'attaque au marché du conseil déco, évidemment, Luc, je prends tu vois un garçon, n'est pas le même consommateur que Jean. Donc évidemment, ça veut dire derrière qu'on doit avoir une offre qui est énorme. Sauf que lorsqu'on est une start-up comme nous, avec peu de cash, on peut pas aller développer beaucoup de produits parce qu'évidemment, il y a des minimums de quantité. Donc une table que tu achètes, tu es obligé de l'acheter par 30. Le coussin que tu achètes, tu es obligé de l'acheter par 200. Donc, pour avoir un prix. Pour avoir... déjà, pour faire produire. Le mec ne veut pas te faire un coussin en une pièce. Il t'en fait 200. À condition de faire du sur-mesure, c'est ça ? Ou alors, tu as du sur-mesure, mais pour le coup, qui correspond, si tu veux, à un marché qui est beaucoup plus haut et du coup, qui n'était pas assez mass market pour nous. Parce que nous, l'idée, c'était de démocratiser au final le conseil déco et d'aller toucher le plus grand nombre. Oui, mais attends, pardon, juste, je vais être sûr de bien comprendre parce que c'est pas mon milieu. Ouais. Tu as de la curation de produits où tu peux commander... Pourquoi il y a un minimum de commandes pour des produits qui existent déjà ? Alors, en fait, si tu vas avoir une marque, évidemment... Enfin, tu as des marques qui veulent évidemment que tu commandes par exemple 1 000 € minimum ou tant de pièces minimum. Donc ça existe. Mais moi, l'idée, si tu veux, c'était pas à la base d'aller chercher des marques, c'était de faire mes prods pour gagner en marge et du coup proposer un produit qui allait être beaucoup plus compétitif. Sauf que, évidemment, on avait des minimums de quantité et pour faire 15 000 produits avec des minimums de quantité, on n'avait pas l'argent. Donc on s'est dit comment on va faire pour, au final, avoir 15 000 produits, sans avoir de minimum de quantité, parce que c'est pareil, je ne pouvais pas me permettre d'acheter le coussin ou d'avoir 1 000 € par-ci, 2 000 € par-là chez chaque fournisseur et de stocker. Donc, on a été démarcher toute la place pour avoir des produits qu'on pouvait faire en dropshipping. Donc, on pouvait proposer aux clients qu'on n'achetait pas de stock. Lorsqu'un client achetait chez nous, on achetait directement chez le fournisseur et au passage, en plus du dropshipping, on prenait 20% de marge. Donc, c'était très audacieux parce qu'évidemment, à l'époque, avant Covid, autant te dire que c'était une galère pour les convaincre. Mais on a réussi parce que notre force de persuasion, parce que on a eu les premiers fournisseurs. En local, à distance, en Asie, n'importe où. Alors, on était vraiment focus France-Europe avec une traçabilité en plus. Donc ça, si tu veux, ça a amené pas mal de sujets sur la table parce qu'il fallait avoir le dropshipping, la marge et le côté responsable. Et des marques responsables, il n'y en avait pas 50 000. Et en fait, ce qui nous a aidé, alors on l'a pas du tout fait pour ça, mais au final, ça nous a quand même beaucoup aidé. Pendant le premier confinement, en fait, j'ai monté un collectif avec River Home qui s'appelle Bien chez soi, avec l'association qui s'appelle Toi à moi. Donc, c'est une association qui aide les sans-abri à retrouver un logement. Donc, ils achètent des appartements à destination de sans-abri. Pourquoi je t'explique ça ? Parce qu'ils achètent des appartements ? Ils achètent des appartements. C'est une association qui achète des appartements et qui va reloger des sans-abri et qui va les accompagner pour qu'ils retrouvent du travail, etc. Et qu'ils puissent derrière, à leur tour, louer un appartement. Ou même, tu vois, Michel, l'appartement que l'association a acheté, qu'on a redécoré entièrement, il vient d'acheter l'appartement parce qu'aujourd'hui il a un salaire. Donc c'est incroyable. Bref, j'appelle Denis au premier confinement en lui disant écoute Denis, là en gros le business est un peu mort en ce moment. Je vais avoir un peu de temps. Il faut qu'on trouve un moyen pour t'aider à redécorer ces appartements-là. Et là j'ai bougé beaucoup de marques qui m'avaient aussi répondu un peu non, tu vois, pour du dropshipping, etc. Et il y a 70 marques en 48 heures qui m'ont dit « Ok, on te suit, on va donner des produits et on va redécorer avec toi en fait les appartements à destination de sans-abri. » Donc ça nous a monté, si tu veux, une sorte de collectif de marques. Approche du copain. Pardon. Ça nous a monté une sorte de collectif de marques qui avait envie de faire bouger les lignes et d'aider les sans-abri et qui aujourd'hui sont aussi des fournisseurs River Home parce qu'au final, on n'a pas eu que ce côté business, je prends 20% en dropshipping, etc. On a monté quelque chose ensemble à destination de sans-abri, donc quelque chose qui avait du sens. Et en fait, encore une fois, je le faisais pas pour ça, mais je me suis rendu compte derrière que, en fait, ça a été aussi des fournisseurs. Donc ça m'a ouvert
des portes, parce que c'est 70 fournisseurs qui ont donné pour l'association et pour le collectif qu'on a monté. Derrière, ils ont aussi intégré, la plupart, River Home, et on a vendu leurs produits parce qu'ils se sont dit, c'est cool en fait, c'est pas que du business, il y a des valeurs derrière. Et ça m'a ouvert d'autres portes derrière pour les autres fournisseurs, parce que je leur ai dit, aujourd'hui, on a déjà 40 fournisseurs qui nous suivent, donc ce serait un peu dommage que vous fassiez pas partie de l'aventure. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir 70 fournisseurs. Et combien de produits à peu près ? Et 15 000 produits. 70 fournisseurs et 15 000 produits en 2022. C'est ça. À peine 2 ans après le début de l'aventure. Exactement. En sachant qu'on a rentré 15 000 produits en 3 mois, sans PIM, sur des tableaux Excel. Donc, autant te dire que ça a été une horreur, qu'on a eu plein de problèmes sur les fiches, etc. Que derrière, justement, on a rentré un PIM avec Ekaneo pour éviter de se galérer. Mais voilà, ça a été en quelques mois, en fait, incroyable. Parce que on a, en plus du business, monté quelque chose qui avait du sens pour les gens. Donc ça nous a fait encore plus remonter aussi la communauté, parce qu'ils se sont dit, ok, c'est une marque engagée pour l'environnement, mais c'est aussi une marque qui est engagée socialement. Donc ils ont adoré au final suivre. Tu vois, on se filmait à peindre l'appartement de Michel, à le débarrasser, à le redécorer de A à Z. Et ça a vachement plu aux gens. Ils se sont dit, en fait, on achète River Home, on participe aussi à ça. Donc, en fait, c'est là que je me suis dit, c'est super. Les gens sont à fond derrière nous pour faire ça. Comprendre le marché et créer une offre. Sourcer tes produits afin d'apporter une réponse à tes demandes. Ensuite, il y a toute une partie tech, j'imagine, à mettre en place pour que cette expérience, tu l'as dit, elle doit être à la fois certes humaine, mais en même temps hyper fluide. Exactement. Pour lancer la plateforme. Alors, tu as commencé sur Excel. On a dit PIM, pardon, c'est évident pour un certain nombre d'entre vous. PIM, c'est Product Information Management. C'est ces outils comme Akeneo qui permettent de gérer, plugger à votre plateforme e-commerce un ensemble de catalogues produits. Enfin, un catalogue le catalogue d'un ensemble de produits avec les informations, les assets, éventuellement tout ce qui colle à ces produits. Ce qui est natif dans la plupart des plateformes, mais qui a des limites. Akeneo et ce genre d'outils permet d'aller un peu plus loin. C'est ça. Donc nous, comment on a fait en tech ? On a fait Excel. On a fait Excel déjà pour commencer. On a pris un Shopify à 2 000 € pour commencer. Et... Attends, c'est quoi un Shopify à 2 000 €? Ça veut dire qu'on a payé un free 2 000 € pour te faire ton Shopify ? Exactement. Okay. On a payé un free 2 000 € pour nous faire notre Shopify qui a été notre premier site. Et derrière, on s'est vite rendu compte que c'était très bien pour au final aller chercher des fournisseurs, pour avoir les premiers clients et voir ce qui buguait, mais qu'on avait besoin d'un back-office très puissant pour quand même avoir derrière toute une plateforme où les clients allaient pouvoir se connecter, mettre évidemment leurs photos, la taille de leurs pièces, plus aussi recevoir les 3D, plus les 15 000 produits. Et l'idée c'était d'avoir une plateforme où tout le monde pouvait avoir la même information, interne et externe, et qu'on puisse en direct, lorsqu'on avait le client en ligne, enlever des produits et qu'il voit en fait apparaître. Donc ça veut dire que par exemple je livre quelqu'un, une archi livre un client, il voit sa 3D, derrière il a genre 5 options de canapé et on peut lui en rajouter. Par exemple, il dit j'aime pas le bleu, on lui enlève le bleu et on met du vert. En sachant qu'évidemment, la plupart des produits qui sont rentrés aujourd'hui sur le listing client, on a de la data qu'on arrive à avoir grâce à un quiz, parce que l'expérience client commence comme ça sur notre site. Il y a 12 questions. Suite à ces 12 questions, en gros, la data mouline et on sait que le persona A, c'est par exemple Jean qui a 40 ans, qui est plutôt CSP+, qui s'y connaît en déco, blablabla. Et derrière, on lui pousse les produits qui correspondent à ce qu'il a rempli dans le quiz. Donc normalement, on ne doit pas trop se planter. En revanche, on a toujours des choses qui ne rentrent pas dans le quiz, et c'est pour ça que la partie humaine est très importante. C'est que même si on a des sortes de shopping lists qui sont un peu automatisées selon le persona client, et si tu veux ce quiz, on est obligé un peu à la main, et en fonction du rendez-vous, d'ajouter, de retirer, etc. Donc on a créé ce back-office-là avec d'autres développeurs. Oui, et puis dire que t'aimes le vert, et puis voir ensuite ton salon en vert, tu dis en fait non quoi. Exactement. Ou rose, du coup, pour le meuble télé, pour Jean. Exactement. Donc la grosse partie au final tech, ça a été le back-office, ça a été ce quiz qu'il a fallu, même si c'est pas une grosse partie tech, mais au final bien comprendre pour derrière avoir la bonne data et pour pousser les bons produits aux bons clients. Donc on est encore en train de travailler dessus, là tu vois, il y a une carte data qui rentre chez nous et on pense
concrètement que la data, ça fera 50% peut-être de nos effectifs demain. Parce que tout simplement, lorsqu'on fait du conseil comme ça sur du produit, si on n'analyse pas le client, on pose jamais le bon produit, donc ça veut dire qu'on ne convertit pas. Et il y a une boîte américaine qu'on regarde beaucoup qui s'appelle Stitch Fix qui fait du prêt-à-porter. Qui, eux, si tu veux, ont un quiz aussi. Ils disent quelle est ta taille. Stitch Fix. C'est une boîte qui est valorisée quelques milliards aux États-Unis. Eux, ils se sont dit, on va passer par le conseil pour derrière faire du prêt-à-porter et vendre les bons produits. Et donc, ils ont aussi un quiz avec, en gros, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, comment vous êtes fait, blablabla. Et derrière, ils ont plein de marques aussi qu'ils poussent. Et ils ont aussi créé en interne. Donc ça, je l'ai connu, cette marque-là, après qu'on ait monté Rivero, mais je me suis dit, c'est quand même vachement de similitude. Ils ont créé derrière, si tu veux, en plus des marques qu'ils avaient en dropshipping, une multitude de marques qui correspondent aux personas. Et ça, c'est très intelligent parce qu'aujourd'hui, ces marques-là, ils les poussent évidemment plus que celles où ils prennent 20% sur le produit. Mais ils ont créé des univers. Ce que fait Decathlon depuis 10 ans avec Quechua, et c'est la seule que je sais citer, mais il y en a 50 autres. Quoi. Decathlon est un très bon exemple. Ils font exactement ça, en margeant beaucoup plus et en ayant cette data incroyable. Et surtout, au final, ça leur a permis de ne pas faire un cash-out de malade en montant des collections qui n'allaient pas plaire. Une fois que tu as la data, tu sais ce qui plaît avec la bonne personne et tu n'as plus qu'à monter et mieux marger sur ces marques-là. Donc c'est très pertinent ce qu'ils ont fait et ça fonctionne. Et nous, c'est complètement transposable, tu vois, pour de la déco au final. Et on compte bien faire ça en fait. Cool. Et donc tout ça, je rebondis pour ça. Vas-y. En se disant que tu vois, si on n'avait pas fait ça, ce conseil déco-là, et qu'on était parti from scratch à faire des collections sans comprendre qui était notre client, sans avoir cette data, on se serait évidemment gaufré. On y revient, hein, la data, l'insight et écouter ta communauté, quoi. Et au final, c'est ce qu'on a fait ces derniers mois, c'est se dire qu'est-ce qu'on nous demande le plus. Donc là, tu vois, on est en train de sortir notre site de canapé made in France avec une expérience client immersive un peu à l'Apple Watch, où tu choisis tes accoudoirs, tu choisis plein de choses sur ton canapé avec la traçabilité comme il faut, etc. Ce qui était notre best. Jamais, lorsque j'ai monté la boîte, si je n'avais pas testé ça en dropshipping avec 15 000 autres produits, je me serais dit, je vais prendre ce produit et je vais le mettre sur un site et je vais faire ce site-là. Mais grâce aux ventes et grâce à tout ce qu'on a appris, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. L'importance, je pense qu'il y a j'ai rencontré plusieurs boîtes qui faisaient du conseil, alors pas forcément déco, mais parfois archi, tu vois, ce genre de choses, avec des devis, pas des devis, un premier rendez-vous, soit payant, soit gratuit. Toi, t'as une partie de tes revenus sur la collection ensuite, que ce soit la tienne ou de partenaires. Mais ce que je veux dire, là où ma pensée m'amène, c'est que c'est quand même très human intensive. Il faut du temps homme pour répondre à une demande, qu'elle soit gratuite ou payante. Plus tu automatises et plus ta plateforme enlève ces frictions et peut-être des allers-retours, des échanges, plus tu gagnes du temps et tu peux faire du bon boulot de manière plus efficace, quoi. C'est ça. Complètement. En fait, il y a eu tout un sujet sur comment faire pour être rapide et scaler, en fait, tout simplement. Donc, exactement. Quand il y a l'humain, du service. Complètement. T'as tout compris. Donc, nous, derrière, on s'est... Je vais te dire un truc, ça paraît dingue, mais c'est vrai. On s'est chronométré par projet client pour voir où est-ce qu'on allait gagner du temps et comment on allait faire pour faire plus de projets clients au final. Et que les filles ne mettent pas 6 heures sur le moindre projet. Et donc, alors, juste pour rappeler les chiffres, parce que le sujet m'intéresse. Donc, tu m'as dit 4000 projets clients à date. On fait 250 projets B2C mensuels. Okay. En sachant qu'il y a une grosse partie B2B derrière. Donc là, par exemple, tu vois, on vient de signer pour une boîte de 150 conseils déco pour apporter du conseil déco pour les personnes qui bossent en télétravail, donc leur faire un joli bureau, etc. On fait également tout ce qui est sur le B2B, par exemple, on a des gros deals de coworking en ce moment. On a 11 coworking cette année, 20 l'année prochaine, 30 l'année d'après. Donc on est en train de voir ces deals-là. Donc ça, c'est des très grosses marges derrière de meubles parce qu'on fait du conseil déco à prix coûtant. En revanche, derrière, on vend 450 bureaux, on vend 600 étagères, enfin, tu vois. Et on fait... Vas-y, pardon. Et on fait aussi, tu vois, des restaurants, des fleuristes, etc. Donc, en plus, si tu veux du B2C, on a des projets un peu plus gros, B2B, pour tout type d'espace,
du resto, en passant par l'hôtel, en passant par le cowork. Donc à peu près 4000 projets depuis le lancement, avec une accélération objectivement, si maintenant tu es à 250 projets par mois. Exactement. Et du coup, ce que vous avez fait, je reviens sur le sujet, vous avez chronométré toute la vie d'un projet, c'est ça ? C'est ça. En fait, au tout départ, on a fait ça, tu sais, à la mano. On n'avait pas encore notre site avec le back-office. On faisait comme n'importe quel architecte, une 3D avec un devis, tu sais, PDF. Et on l'envoyait au client et on voyait comment ça transformait. Avant de monter le site, le back-office, les 15 000 produits, etc., on faisait tout à la main. Donc, on prenait un temps de malade. Mais on voulait juste tester l'attraction et voir si on arrivait à convertir. Et très vite, on a vu qu'on allait convertir parce que le premier mois, on a fait 40 000 euros de chiffre d'affaires à la main, tu vois, en faisant rien, sans back-office, etc. Donc, on s'est dit, OK, en fait, comment on va gagner du temps maintenant ? Chiffre d'affaires, donc, inclut les meubles. C'est le volume d'affaires dont tu parles. Ouais. En sachant qu'on n'avait pas de site, on n'avait pas fait de pub, on avait juste dit salut les gars sur Instagram, on fait du conseil déco maintenant, on se lance ce mois-ci. Si ça vous tente, on a 3 formules. Avec des paniers moyens à combien ? Bah là, on était autour de 2000. Ah oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, pardon. Autour de 2000 euros. Ouais. Donc et 20 projets le premier mois. Ouais, c'est ça. Concrétisé. Et on s'est dit, bon, bah ok, comment on déploie ? Et c'est là qu'on a monté évidemment toute la plateforme, etc., qu'on a rentré les produits et qu'on s'est chronométré sur chaque 3D pour voir comment réajuster, quelle bibliothèque produit nous fallait, qu'est-ce qu'il manquait aux filles au final pour que ce soit plus rapide. Et du coup, évidemment, on a monté des choses en interne, on a monté des bibliothèques, on a pris des personnes en stage pour faire des 3D de meubles. Enfin, tu vois, on a été sur tous les sujets pour réduire ce temps-là. Et aujourd'hui, par exemple, un conseil déco à 89 €, on est aux alentours de 4-6 heures en fonction du projet, en sachant qu'un projet à 89, la plupart des archis sont plutôt sur 2-3 jours. Ok, donc, hyper intéressant. Donc voilà, donc on a tout en restant sur de la personnalisation, parce que ton risque c'est ça aussi, c'est de tomber dans le copier-coller quoi. Complètement. Et on a testé des choses en mode, on fait des copier-coller de shopping list, de machin, sans comprendre vraiment les personas. Enfin, tu vois, on a essayé de tout faire, sauf qu'on s'est rendu compte que la personnalisation c'était évidemment très important et qu'il y avait une limite au copier-coller et qu'il fallait quand même un peu d'humain pour derrière humaniser ce que je te disais. On a essayé d'enlever des calls pour se dire c'est 30 minutes de moins, etc., pour être un peu plus rentable. Sauf qu'au final, on a ajusté. Et aujourd'hui, on sait pertinemment que si on enlève le call du début ou le call de fin, du coup, on perd le client. Enfin voilà, tu vois, on a testé plein de choses pour derrière, en fait, être meilleur et être plus rapide. Donc, écouter sa communauté, tester des choses, c'est ce que tu as fait aussi avec tes panels au début et que vous continuez de faire, hyper important. Mais les enseignements là, donc écouter sa communauté, faire des insights, tester des choses, l'A/B testing, on en parle en permanence. Je le répète à chaque épisode, je pense, mais do things that don't scale, faire des choses qui ne sont pas scalables, mais ça permet d'avancer vite. Exactement. Et tester des choses, typiquement un catalogue produit sur Excel, c'est ça. Avant de passer chez Akeneo. Exactement. Super. Et puis être à l'écoute des opportunités, typiquement les partenaires et fournisseurs que tu as eu sur ton opération bien chez soi. Ouais. Parfois c'est le hasard des choses, il faut juste être à l'écoute du karma et avoir ses chakras ouverts. Complètement. Être ouverte, je pense que c'est la chose le meilleur conseil à un entrepreneur, dire toujours oui et voir après comment on fait. Ça c'est très important parce qu'au final, surtout quand on monte son business, c'est hyper intéressant d'aller échanger avec le monde entier et d'au final prendre ces opportunités-là parce qu'elles vont derrière déboucher sur autre chose. Et moi, je l'ai vu 50 000 fois parce que je dis rarement non quand même, sauf vraiment lorsque je peux pas. Mais toutes les portes qu'on m'a ouvertes, je les ai prises en me disant au pire, j'apprends, au mieux, ça me sert. Et en fait, ça m'a complètement servi. Par exemple, je te prends il y a 15 jours, j'ai ma banquière qui m'a présenté BNP Real Estate, qui sont un des plus gros évidemment dans l'immobilier. Elle me dit tiens, viens, j'aimerais bien te présenter, il y a quelqu'un de la région en immobilier qui vient, etc., blablabla. Et Cindy, elle a tellement été géniale lorsque j'ai cherché des fonds que pour lui faire plaisir, je lui dis évidemment, je vais venir pitcher Imagination Machine et la boîte parce qu'elle voulait montrer un peu son panel startup. Donc j'y suis allée. Il s'avère que cette personne-là, Christine Serra, me dit mais j'adore ta startup, c'est canon. Alors moi, je fais de l'immobilier, je suis chez BNP Real Estate. Je dis ok, trop cool. Elle me dit mais il faut absolument que je te présente à Laurent Pavillon, qui est en gros la personne qui s'occupe du digital
et de la data sur tout real estate international. Donc, Bien sûr. Alors, je lui dis, évidemment, Christine, ça me ferait très plaisir de le rencontrer. Donc, j'ai un call avec Laurent Pavillon. Donc, Laurent n'a pas beaucoup de temps, évidemment. D'ailleurs, je le vois cet après-midi dans ses nouveaux bureaux. Et, Global Head of Business Services chez BNP. Okay. Exactement. Et donc, il me donne 30 minutes, je pitch, etc. Il me dit, écoute, génial. Enfin, l'histoire est belle, je trouve que c'est hyper sympa. Je vais te présenter mes collègues, au final, avec qui tu vas pouvoir faire du business. Et il me dit, t'es au salon du MIPIM dans une semaine ? Alors, je dis, c'est quoi le salon du MIPIM ? Il me dit, c'est là où il faut être. Ouais, c'est le salon immobilier à Cannes. Enfin, il y a tous les gros acteurs, etc. Je dis, non, j'y suis pas. Il me dit, tu veux venir au salon du MIPIM ? Écoute, je sais pas, faut que je regarde mon agenda, mais oui, pourquoi pas ? Il me dit, écoute, check ton agenda et puis on en discute. Il me rappelle, il me renvoie un message genre le jour d'après, il me dit, alors t'as pris tes billets pour le MIPIM ? Moi je t'invite, il y a pas de problème, prends tes billets d'avion et viens. Je dis, bon, allez, je prends mes billets d'avion, j'arrive à Cannes une semaine après. Il me reçoit hyper bien, etc. Il me présente la terre entière, je fais le salon, il y a tous les plus gros de l'immobilier. Et là, je suis en train de faire des signatures avec des gros constructeurs parce qu'ils ont besoin de conseils déco, d'une expérience hyper immersive, parce qu'aujourd'hui, ils vendent de l'immobilier, mais si tu veux, ils vendent pas tous les meubles alors qu'ils ont un lead extraordinaire de base. Et donc, on est en train de voir comment on va bosser ensemble pour, au final, meubler toutes les maisons, les appartements qui vendent eux derrière. Donc, soit, si tu veux, en bac avant la vente pour des produits qu'ils arrivent moins à vendre, ou soit après, lorsqu'ils ont acheté et qu'au final, il y a un vrai sujet, ils savent pas ils ont des deadlines sur quelle tapisserie, quelle peinture choisir, quel sol, et nous on les accompagne. Mais si tu veux, si j'avais pas dit oui à ce salon MIPIM parce que j'étais déborde et que au final je lui avais dit non, désolé, ce sera pour une autre fois, j'aurais pas eu ces business là. Et aujourd'hui, on est en train de voir comment on va bosser ensemble, et ces acteurs là, je les aurais jamais eu toute seule. Il m'a ouvert des portes incroyables. C'est intéressant, c'est voir savoir lire les opportunités aussi, tu vois. On dit, je dis do things that don't scale, et j'étais en train de me dire, il faut aussi parfois, quand ça a du sens, quand c'est évident, faut pas se poser de questions. Le patron du real estate de BNP t'invite au salon mondial de la déco et de l'immobilier. Oui, bien sûr, tu vois, il y a pas de. Mais en même temps, comment j'ai rencontré Laurent Pavillon ? Parce que au final, ta banquière. Ma banquière voulait pitcher au final les startups pour lesquelles elle bossait. Ça me rapportait. Enfin, je veux dire, je l'ai fait pour elle parce qu'elle était géniale. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ça touche un autre point. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont souvent très. Putain, j'ai Frigide qui me vient en tête, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Qui sont qui sont bloqués, qui ont des œillères. Oui, non, et qui veulent pas parler de leur projet. Ah oui, alors ça, moi je suis l'inverse. Je parle trop. Ouais, mais il faut parler très tôt, très vite, on sait jamais. Complètement. On sait jamais, quoi. Et moi, je l'ai toujours fait pour la boîte en me disant, mais mes copines, elles me disent ça parce que je dis souvent ça. Je dis, prenez mes idées. J'en aurais d'autres. Coco Chanel disait ça. Mais en vrai, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Au final, lorsqu'on parle d'un projet, ça t'apporte plus que ça te dessert. Et le mec peut évidemment copier ton business model, mais bon courage. Et une idée, ça vaut rien, c'est l'exécution qui est derrière qui vaut tout. Exactement. Et je pense que la chance de te faire piquer une idée versus la chance d'avoir une banquière qui va pitcher quelqu'un, qui va parler de toi, est minime, donc faut y aller. Donc ça que je suis convaincue de ça. Prenez mes idées, j'en aurai d'autres. C'est Coco Chanel qui a dit ça ? Ouais, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Et c'est vrai que c'est incroyable le nombre de rendez-vous que j'ai fait comme ça et qui, si tu veux, ont fait boule de neige. Et je pense sincèrement qu'au final, le réseau joue énormément. Là, par exemple, tu vois, les coworking qu'on est en train de signer, qui a un énorme business. Ce business-là vient quand même d'un fournisseur avec qui je bossais dans le prêt-à-porter. On se connaissait sur le prêt-à-porter, on s'est toujours bien entendu. Et j'ai toujours été hyper fair, moi, dans le business avec les gens avec qui je travaillais. Et ce gars-là, on est resté en bon contact. Et c'est lui qui m'a appelé en me disant, écoute, j'ai un sujet, il y a des coworking en ce moment que je connais, qui cherchent de la déco, est-ce que ça te botterait ? Et c'est un business incroyable qui m'a amené sur un plateau juste parce qu'on a bien bossé ensemble avant et qu'au final, il m'a dit, écoute, bosse dessus et le business peut être pour toi. Donc, il y a quand même un espèce de... Enfin, je trouve que... En étant fair au quotidien et en étant sympa et en essayant d'aider quand on peut les gens, ça t'ouvre des portes incroyables derrière et
Et pour la boîte, j'ai vraiment senti ça. Super cet épisode. Hein. On est moins dans la tech ou la mécanique e-commerce, mais il y a plein d'enseignements. C'est top. Le catalogue, il est où ? Alors, le catalogue, il est... Pourquoi je peux pas voir vos produits ? Parce que, en fait, c'était le même sujet que la grosse vague qu'on s'est pris, si tu veux, dans la tête. On ne pouvait pas aller passer des commandes juste en one-shot pour des clients parce que ça nous prenait beaucoup de temps. Donc, le temps de se structurer, si tu veux, on a mis ce catalogue en fermé pour uniquement accompagner les gros paniers moyens, vu qu'on était tout petits. Donc là, ces paniers moyens, c'est cool, on a réussi à les convertir. Et là, on est en train de sortir le fameux e-shop dont je te parlais, avec les produits personnalisables, où là, on va bien marcher. Et l'idée, évidemment, c'est d'en sortir beaucoup d'autres produits. Donc, l'idée, c'était pas de perdre du temps, si tu veux, avec une commande de lampe à 30 €, mais plutôt de faire ça autrement. Donc, prioriser en fonction de tes impératifs qui soient contextuels, financiers, marché, opérationnels. Voilà, ne pas perdre trop de temps au départ sur des paniers moyens qui envahissent pas forcément la peine. Oui, c'est ça. Ouais, prioriser ce qui fait du sens pour ta boîte. Au moment où ça fait du sens. Exactement. Beaucoup de contenu et j'imagine que ça vient aussi avec le social media. On a parlé de la tech, on a parlé du catalogue. J'aimerais savoir comment tu te distribues au-delà du content, surtout en B2B. Ouais. Alors, comment tu te fais connaître ? En B2B, ça a été que du réseau. Mais c'est simple, hein, c'est uniquement ça. Que ce soit, si tu veux... Alors, après, un peu d'Instagram, par exemple, tu vois, les fleuristes, les restaurants qu'on a fait, on a été démarchés, évidemment, par des personnes qui ouvraient et qui aimaient ce qu'on faisait. C'est une évidence. Après, tu vois, que ce soit les constructeurs, que ce soit BNP Real Estate ou que ce soit d'autres boîtes avec qui on travaille, le coworking, par exemple, ça a été que du réseau. Uniquement ça. Donc là, évidemment, tu vois, le salon, on va avoir, évidemment, j'ai été sur des stands, j'ai été démarché, etc., des personnes, et ça va sûrement, il va y avoir du business derrière. Mais la première force de frappe qu'on a eue, c'est le réseau. Des amis, des connaissances qui me disaient, il y a tel bureau qui est en train d'être fait, appelle-le de ma part, je pense que tu peux complètement avoir. Enfin voilà, ça a été beaucoup ça le B2B. Et après, derrière... pour se déployer encore plus, évidemment, il y a les matières un peu, les choses un peu plus naturelles qui sont les salons, et puis évidemment du emailing, des choses comme ça. Mais pour le moment, encore une fois, on a été vachement en naturel sur ces sujets-là parce qu'on ne comptait pas aller chercher du B2B maintenant. Je comprends. Le temps file et je crois que tu as des choses à faire ensuite, et moi aussi. Mais j'aimerais atterrir en douceur sur le futur. Mais avant ça, juste pour avoir quelques chiffres, si tu me dis que le panier moyen est à 2000 quand il est accompagné, que vous avez 4000 clients à date, ça fait un volume à 8 millions de CA environ. C'est ça. On espère cette année faire à peu près 6 millions. En année 3. En année 2, enfin 2. En sachant que ça, c'est plutôt la version light. Conservatrice. La version un peu light. Si on arrive à signer tous ces gros contrats, je pense qu'on sera au-dessus. Et la part, là-dedans, il y a du B2B. Hein. Là-dedans, il y a le B2B. Sur lequel tu marges un peu plus, j'imagine. Exactement. Et la part conseil versus produits en propre et produits sur lesquels tu prends une marge, tu peux communiquer, Par exemple, le conseil déco, ça correspond à peu près à 10% du chiffre d'affaires. Donc, c'est rien. Et après, sur la partie... Ça paye tes coûts à 10 personnes. Non, ça ne paye pas tes coûts à 10 personnes. On est rentable sur du conseil. On est rentable sur le conseil déco. Dès le premier mois, on était rentable, donc même à la mano. Donc, la cerise, c'est le... La cerise, c'est la vente. On pourrait, si tu veux, il y a des boîtes qui se sont montées comme ça, qui ont pris 50 architectes et qui font que du service et qui sont rentables et qui, du coup, scale uniquement par le nombre de formules vendues. Mais nous... Et puis, il y a des boîtes qui font que la fin du process, c'est-à-dire le meuble sur mesure, made.com ou autre qui... Exactement. Donc, nous, on veut faire les deux parce qu'on pense vraiment que, clairement, ce côté service fait augmenter les paniers et que derrière, que ce soit pour le B2B ou le B2C, c'est hyper important, en fait, de l'avoir. Formidable. 6 millions en année 3, c'est bien. Ouais, on espère avoir plus. Cool. On va où ? Où va le monde, Charlotte ? Où va le monde ? Non, mais en fait, je l'ai posé la note tout à l'heure en me disant que les magasins Ikea avaient changé au cours des 10 dernières années ou 20, j'en sais rien. Ils viennent d'intégrer du conseil déco, dis-toi. Alors ça, je ne savais pas. Ouais, mais moi, la réflexion que je me faisais, c'est vrai que maintenant, tu te balades dans des univers. Avant, tu te baladais dans un
entrepôt, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Aujourd'hui, tu traverses une cuisine, puis tu traverses une chambre, puis tu traverses un salon. Donc, tu as ce côté inspiration avec, sur chaque produit, important. un prix, quoi. Ouais. Où va le monde de la déco? Où va le monde de la déco? Moi, je pense sincèrement qu'on a de plus en plus envie, évidemment, d'acheter sur le digital, que les personnes vont, au final, en magasin uniquement pour de l'expérience. Et voir et toucher du produit, mais plus comme avant pour flâner. Au final, on flâne sur son canapé à regarder des sites e-commerce et on va en magasin si on a envie de voir un produit qui coûte un peu cher, par exemple une cuisine ou un canapé, pourquoi pas. Même si les canapés, on l'a bien vu, on arrive à vendre en digital maintenant avec juste des swatchs de tissus qu'on envoie aux clients. Donc moi, je des pense... swatchs de tissu, c'est donc les petits des carreaux. petits morceaux de tissu qu'on envoie directement au client pour qu'il puisse toucher la matière. Moi, je pense sincèrement que demain, on aura plus des lieux de vie en magasin. Donc, ça veut dire des lieux où on peut faire pourquoi pas un atelier, où voilà, on va avoir une expérience client qui va être différente et où derrière, au final, le produit sera mis en avant, mais pas comme un Ikea. Il sera mis en avant dans un univers où on viendra faire des choses humaines, mais pas qu'acheter un produit. Ça, c'est une évidence. Je pense que... Donc, de l'usage, en plus de... C'est ça, enfin, intégré dans un moment de vie. Exactement. Au final, que ces magasins seront des moments où on fera pourquoi pas des ateliers DIY, on fera pourquoi pas, je sais pas, on viendra voir... une nana, je sais pas, qui te fait une conf sur n'importe quoi. Ça peut être un potier qui fait des sur de l'art, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Et qu'au final, c'est rare aujourd'hui, et encore, et pour la prochaine génération, ce le sera encore plus, de faire du lèche-vitrine et de passer d'aller en aller juste pour voir du produit. On ira voir cette marque pour l'expérience vraiment humaine qu'elle propose et non pas que pour le produit. Et je pense vraiment que ça, ce sera hyper fort. Voilà. Après, je pense que évidemment, après, comme je disais, l'alimentaire et le prêt-à-porter, c'est le prochain marché qui va exploser, la décoration. Les gens se rendent compte qu'ils toute la journée ils respirent des sphalates, des choses très mauvaises. Non, Charlotte, regarde autour de nous. J'ai regardé le meuble, mais je te juge pas. Mais je te dis juste que, en fait, on se rend pas compte. Je l'ai bien reconnu. Non, mais qui est très bien, cela dit. En revanche, en effet, quand il y a quand même des études qui ont été faites, que lorsqu'on a des meubles qui ne correspondent pas, si tu veux, aux normes, même si tu as des normes européennes pour Ikea, etc., mais tu as quand même des substances volatiles qui sont dans ton air et tu respires, des peintures, des choses qui sont très mauvaises pour ta santé. Et au final, on dit que des pièces avec des meubles Ikea et autres, c'est plus pollué que le périph' parisien. Il y a quand même des études qui ont été faites et que c'est hyper important d'aérer. Je te voyais tout à l'heure qui ouvrait la fenêtre. Il faut aérer ces pièces-là pour que tous ces composants volatiles en fait s'en aillent. Donc je pense que les gens vont quand même de plus en plus faire attention aussi à toute la partie RSE des marques parce qu'ils se rendent compte qu'au final leur maison est quand même vachement polluée, quoi. Donc voilà. Donc consommer responsable, intelligent, vérifier les labels des produits. Franchement, faites-le. Pour la santé de vous, de vos enfants, de votre famille, c'est quand même important. Cool. Charlotte, c'était un plaisir de te recevoir. Cet épisode m'a beaucoup plu. J'espère vous aussi, chères auditrices, chers auditeurs. Vous pouvez contacter Charlotte Sineau, Sineau, sur LinkedIn et évidemment aller faire un test. Alors, comment s'appelle l'offre ? Le quiz. Le quiz bientôt gratuit sur riverhomedeco.com. Merci infiniment, c'était très cool. Je vais à Nantes dans quelques semaines, donc je passerai vous dire bonjour. Avec et plaisir. J'espère pouvoir rencontrer Rob Spiro. Rob, si tu nous écoutes, il parle français ? Oui, il parle très bien français. Rob, si tu nous écoutes, je serais très heureux de t'accueillir sur le panier pour parler e-com et entrepreneuriat. On a un startup studio chez Cosa Vostra. On a peut-être des choses on a énormément de choses certainement à apprendre de toi. Charlotte, c'était un plaisir. Je t'invite volontiers pour un catch-up dans un an et tu m'expliqueras en détail ton CRM. Comment est-ce que d'une demande gratuite, tu arrives à quels sont les points de contact, les relances, tes scénarios pour arriver à quelqu'un qui dépense 2 000 € en moyenne chez vous. Avec plaisir.
À bientôt. Merci à toi. Salut, chers auditrices, auditeurs, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.